Bonsoir, donc, je suis Ludovic Meuret, je suis infirmier anesthésiste au CHU de Rennes. Donc, je vous souhaite la bienvenue au lundi du RAR, le webinaire mensuel du groupe RAR, Recherche en anesthésie réanimation rennaise. Nous accueillons aujourd'hui le docteur Jean-Noël Évin, qui est médecin anesthésiste réanimateur au CHU de Grenoble-Alpes. Il va nous présenter ce soir cognition, stress et performance en médecine critique. Bon, bah merci beaucoup Ludovic. Bonjour à tous. Je m'appelle Jean-Noël Évin. Je suis anesthésiste en secteur de chirurgie infantile, donc au CHU Grenoble-Alpes. Je vous présente aujourd'hui un petit topo qui parle de cognition, de stress et de performance en médecine critique. J'ai pas de conflit d'intérêt particulier. En guise d'introduction, je voudrais juste introduire trois notions. La notion de compétence médicale d'abord, qui a été théorisée dans les années 1990 par Miller, sous la forme donc d'une pyramide à 4 étages, avec les connaissances, le savoir comment, le montrer comment et le faire finalement en situation réelle. Pour chacun de ces étages de la pyramide, il existe des méthodes d'évaluation qui sont spécifiques et l'ensemble est une association de savoir, de savoir-faire et de savoir-être pour finalement aboutir à la compétence qui peut être définie comme le savoir-agir en situation. La performance clinique, par opposition à la compétence clinique, c'est l'action de soins réalisée pour un patient donné à un moment donné. C'est une performance. Elle est déterminée par les compétences, mais pas seulement par les compétences. La performance, elle est hautement contextuelle. Euh, Elle peut être déterminée par des spécificités liées au patient, à l'équipe, des contraintes matérielles, systémiques, l'état dans lequel le praticien est lorsqu'il pratique. Cette performance, à niveau de compétence égal, on peut produire des performances différentes. Euh, Dans les disciplines professionnelles où la sécurité est très importante, comme l'aéronautique, comme le milieu militaire, comme le nucléaire ou encore, par exemple, l'alpinisme, le rôle du facteur humain a été mis en évidence. Euh, le facteur humain peut être aussi en santé introduit par Reason dans les années 90 avec les trous du gruyère qui s'alignent pour aboutir à un accident. En l'an 2000, le ministère de la Santé américain a publié un gros rapport qui dit que, grosso modo, il y a 100 000 décès chaque année aux États-Unis qui sont attribuables à l'erreur humaine et que à chaque fois, c'est toujours la conjonction de facteurs individuels, de facteurs d'équipe et de facteurs systémiques. C'est jamais attribuable seulement à une seule cause, c'est toujours pluricausal, l'erreur humaine. Voilà. Donc d'abord, on va parler un petit peu de compétences non techniques, de cognition et de stress pour essayer d'expliquer, de théoriser un petit peu d'où vient le facteur humain. Et ensuite, dans une seconde partie, on parlera un petit peu de qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, pour jouer sur ce facteur humain. Alors, les compétences non techniques, c'est un terme qui apparaît de plus en plus souvent dans la littérature, donc non-technical skills en anglais, et qui peut être une solution pour combler le gap qui existe dans la chaîne qui va des connaissances tout à gauche aux performances tout à droite. Parce qu'on s'est bien rendu compte qu'en fait, quand on gave les étudiants de connaissances et de compétences techniques, et le premier jour de leur internat, il leur manque beaucoup de choses pour être encore des praticiens compétents. Et donc pour produire des performances adéquates. Ces compétences non techniques, elles ont été héritées donc de l'aéronautique. Dès la deuxième moitié du XXe siècle, il y a eu la notion de Crew Resources Management, donc c'est les compétences non techniques dans le cockpit, qui sont très utiles dans la situation de gestion de crise. Et en fait, il y a des parallèles qui ont été faits avec la médecine critique depuis le début des années 2000 en particulier, et en particulier les spécialités médicales qui nous concernent, donc l'anesthésie et les soins intensifs et la réanimation. Ces compétences non techniques,
Il faut les identifier, il faut les classer pour pouvoir les évaluer et former les gens à ces compétences non techniques parce que c'est un maillon indispensable de la chaîne qui mène à la compétence clinique globale. Et il semblerait qu'elles ont un rôle majeur dans l'erreur humaine et donc dans le facteur humain. En anesthésie, il y a ce grand auteur qui s'appelle Gaba, qui travaille donc en Californie, qui est un peu le pape des compétences non techniques en anesthésie et qui a souligné que vraiment les compétences non techniques, c'est devenu un domaine d'expertise des anesthésistes réanimateurs parce que la culture de sécurité, elle est vraiment prégnante, qu'elle est intégrée à notre pratique quotidienne, qu'on travaille en équipe et qu'on a des exigences de plus en plus fortes en termes de moyens et de sécurité. Mais il souligne aussi que même si c'est notre domaine d'expertise en anesthésie-réanimation, il existe encore des progrès très importants à faire. Dans les mêmes années, il y a eu une taxonomie, donc un système de classification des compétences non techniques qui est sorti, qui s'appelle l'ANTS, et qui regroupe les compétences non techniques des anesthésistes réanimateurs en 4 grandes catégories, donc la gestion de tâches, le travail d'équipe, la conscience situationnelle et la prise de décision. Alors cette taxonomie, c'est le système de classification qui est le plus souvent utilisé en anesthésie et en fait c'est très souvent même extrapolé aux autres spécialités médicales, en particulier de médecine critique, mais aussi des autres spécialités médicales en général. Pour essayer de comprendre ce facteur humain, il y a eu aussi beaucoup de publications qui ont cherché à faire le parallèle entre les connaissances de psychologie cognitive et de prise de décision qui ont été développées en neuropsychologie dans d'autres spécialités, comme par exemple dans d'autres disciplines, comme par exemple en économie, pour essayer d'identifier les mécanismes de l'erreur humaine et voir comment est-ce qu'on pourrait les contrer. Une grande théorie qui aujourd'hui est très souvent utilisée pour décrire les mécanismes de l'erreur humaine en anesthésie-réanimation, en médecine critique en général, c'est la théorie des doubles processus de Kahneman. Donc Daniel Kahneman, c'est un économiste qui a eu le prix Nobel d'économie en 2012 et qui a vulgarisé un peu tout son œuvre dans un bouquin qui s'appelle Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée, ou Thinking Fast and Slow en version anglaise, sachant que ce bouquin, il a été traduit en version française et il est très facilement trouvable. Cette théorie des doubles processus stipule que à tout moment, dans la tête de quelqu'un de conscient qui réfléchit, il existe deux processus différents mis en jeu pour la cognition. Ces deux processus, ils impliquent des structures neuroanatomiques distinctes. Ils sont mis en œuvre en parallèle, quelle que soit la pensée de l'individu, mais dans des proportions variables en fonction des situations. Ces deux systèmes, ils sont complètement interdépendants et interconnectés, mais ils fonctionnent de façon très différente. Le système 1, il est inconscient et automatique et il fonctionne sur la base de l'intuition. Alors que le système 2, il est conscient et délibéré et il utilise le raisonnement et l'analyse. Le système 1 siège, pour simplifier, au niveau du système limbique, alors que le système 2 aura plutôt lieu dans le cortex frontal. Le système 1 utilise la reconnaissance de patterns et il fait des raccourcis simplificateurs qu'on appelle des raccourcis heuristiques, alors que le système 2, il va plutôt travailler de façon scientifique avec un modèle hypothético-déductif et des probabilités type bayésienne. C'est-à-dire on a une info qui va aller renforcer ou affaiblir une hypothèse. Donc probabilité pré-test, test, probabilité post-test. Le système 1, il est rapide et peu coûteux en énergie, alors que le système 2, il demande beaucoup d'énergie et il est beaucoup plus lent et beaucoup plus facilement saturable. Le système 1, il va être facilement mis en jeu dans des situations urgentes et ou familières, alors que le système 2 va être préférentiellement mis en jeu dans des situations inconnues et ou complexes. Tous les deux systèmes sont sources d'erreurs, mais ces erreurs qu'on appelle des biais cognitifs, dont je reparlerai un peu plus tard, sont plus nombreux et plus difficiles à prévenir, identifier, corriger dans le système 1 que dans le système 2. Le système 1, il fonctionne un peu comme une boîte noire, on ne sait pas très bien comment il fonctionne, et donc quand la boîte noire déconne, on ne sait pas très bien pourquoi elle déconne, alors que le système 2, qui est beaucoup plus transparent, il va être beaucoup plus facile de comprendre nos erreurs et de les corriger.
Le système 2, c'est la petite partie émergée de l'iceberg, la partie consciente, mais en fait, le gros du travail de notre cerveau est fait en mode automatique par le système 1. Donc, Cross-Kerry a adapté la théorie des doubles processus au modèle, au diagnostic et à la prise de décision en médecine et montre bien que le système 1 et le système 2, ils agissent en parallèle, ils sont interconnectés les uns avec les autres, enfin l'un avec l'autre. Mais le système 1 est quand même prédominant. En médecine critique, c'est particulièrement vrai parce qu'on a des situations qui sont caractérisées par l'urgence. On a souvent plusieurs patients à gérer en même temps, des situations qui sont hautement évolutives, qui sont grevées d'une fatigue en plus et d'un niveau de stress élevé. Donc tout ça, ça favorise le système 1 et ça déséquilibre les deux systèmes. Donc il y a un déséquilibre au profit du système 1 qui favorise les biais implicites et l'erreur humaine et la contre-performance. Voilà. Et donc, toute l'idée, c'est d'arriver à faire cohabiter analyse et intuition, parce que de toute façon, on ne pourra pas être tout le temps sur un mode analytique, c'est beaucoup trop gourmand en temps et en énergie, et puis c'est trop facilement saturable. On a besoin de notre intuition, mais cette intuition, elle doit nourrir l'analyse et elle doit être contrôlée par l'analyse. Voilà. Tout ça, c'est altéré par le stress, en fait. Face à une situation aiguë, on a tendance à développer des émotions de stress. Le stress, il a été théorisé par un neurophysiologiste au début du XXe siècle qui s'appelle Hans Selye, qui a décrit chez des souris soumis à des stimulus douloureux le syndrome général d'adaptation en 3 phases, avec une phase d'alarme, une phase de résistance et une phase d'épuisement. Alors moi, je ne vais pas vous parler du stress chronique en anesthésie-réanimation, je vous parle vraiment de la réaction de stress aiguë qu'on a face à une situation de crise aiguë. Cette réaction, vous la connaissez tous avec des éléments, enfin avec des symptômes psychologiques qui peuvent être de l'excitation ou de l'appréhension de l'anxiété, et puis des symptômes physiologiques que vous connaissez aussi, qui résultent en fait d'une activation du système nerveux sympathique et souvent d'une activation du système de l'axe corticotrope. La relation entre le stress, notre réponse de stress aigu et nos performances cognitives, en fait, elle est théorisée de plusieurs façons. Une qu'on voit très 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 souvent, c'est l'approche historique quantitative, en fait, en U inversé, qui est basée sur les travaux de Yerkes et Dodson au début du XXe siècle, qui veut qu'en fait, à des niveaux de stress insuffisants, notre performance est pas bonne. À des niveaux de stress optimum, on a une performance qui est maximale. Et par contre, si le stress devient plus important, alors à nouveau, la performance cognitive diminue. En fait, ça, c'est vrai dans une certaine mesure, mais il faut aussi prendre en compte la dimension qualitative du stress. Et ça a été bien théorisé donc à la fin, plutôt deuxième partie du XXe siècle, avec l'évaluation cognitive. Donc c'est ces théories qui veulent que la cognition précède les émotions de façon consciente ou inconsciente. Donc c'est des théories qu'on appelle centrales par opposition aux théories périphériques qui disent que par exemple on pleure donc on est triste. La théorie centrale veut que on pleure parce qu'on est triste. Voilà. Donc, face à une situation de crise, on a tous tendance à se poser 2 questions de façon consciente ou inconsciente. La première, c'est quelles sont les ressources que la situation exige, et la seconde, c'est quelles sont les ressources dont je dispose effectivement pour y faire face. Ensuite, on met en balance les ressources nécessaires estimées avec les ressources disponibles estimées. Lorsque les ressources disponibles excèdent les ressources nécessaires, on va avoir une évaluation cognitive favorable qui va prédisposer à développer une réponse bon stress, donc de type challenge, alors que lorsque les ressources disponibles sont inférieures aux ressources nécessaires, on va avoir une évaluation donc défavorable qui va prédisposer à du mauvais stress, à une réponse type menace. Et en fait, le mauvais stress et le bon stress sont associés à des réponses psychologiques et physiologiques différentes qui vont avoir des différents impacts sur notre cognition. En fait, lorsque notre évaluation cognitive elle est favorable, on va avoir seulement l'activation du syndrome adrénergique qui va avoir tendance à stimuler nos capacités cognitives et à nous booster. Mais souvent, peut-être même le plus souvent, on va faire une évaluation cognitive défavorable de la situation qui va être associée à
ce syndrome adrénergique, mais aussi une activation corticotrope et une sécrétion de cortisol endogène qui va avoir une influence néfaste directe sur notre cognition et qui va avoir tendance, au contraire, à nous ralentir. Donc en fait, on l'a tous vécu, hein, le bon stress et le mauvais stress. On sait tous, hein, quand on a passé des examens, qu'il y en a qui sont paralysés par le stress et il y en a au contraire qui sont très à l'aise avec le stress et qui ont tendance à être boostés. Et bien en fait, c'est théorisé de cette façon-là grâce à l'évaluation cognitive. Le cortisol, donc cette hormone endogène que l'on fabrique, il va avoir une action néfaste au niveau du cortex préfrontal, au niveau de l'amygdale et au niveau de l'hippocampe. Donc ça va altérer des mécanismes conscients au niveau du cortex préfrontal et aussi des mécanismes inconscients au niveau du système limbique, c'est-à-dire l'amygdale et l'hippocampe. Il y a une très belle revue de la littérature qui a été écrite par une psychologue québécoise qui s'appelle Vicky Leblanc et qui a été publiée dans Academic Medicine en 2009, qui a bien décrit les effets donc, du cortisol sur la cognition. Donc en fait, le cortisol altère les trois grandes fonctions cognitives utilisées dans nos raisonnements et nos prises de décision, c'est utilisées en médecine critique, c'est l'attention, donc le mauvais stress altère de façon globale nos capacités attentionnelles. Alors on a tendance à être focalisé sur l'objet de notre stress, mais si le stress il est dû à un élément distracteur par rapport à notre objectif, eh ben, ça va diminuer nos capacités. Et puis, de façon globale aussi, on est moins à même de distinguer le pertinent de l'insignifiant quand on est sous l'effet du cortisol et de l'anxiété. Et on a une altération, enfin, on a une dispersion en fait de nos ressources attentionnelles. La deuxième composante cognitive qui est altérée par le cortisol, c'est la mémoire. Et les trois composantes de la mémoire, c'est-à-dire la mémoire de travail, la consolidation mnésique et la restitution mnésique, sont tous les trois impactés par la mémoire. On arrive moins bien à gérer l'information, la mémoire de travail est diminuée, donc on peut gérer moins d'informations à la fois, et on a un moindre accès en particulier à nos connaissances, ce qui peut être très embêtant quand c'est des situations rares. Et puis, au niveau de la prise de décision, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cortisol favorise un déséquilibre entre le système 1 et le système 2 avec l'intuition qui va prédominer par rapport au raisonnement. Et ça favorise, comme je vous l'ai dit, des biais cognitifs qui sont implicites, difficiles à prévenir, à identifier et à corriger. Ça va favoriser les mauvaises prises de décision. Ces biais cognitifs, donc, c'est des tendances à dévier systématiquement de la pensée juste dans certaines circonstances. Ils ont été bien décrits par Daniel Kahneman dans son livre. Il a beaucoup travaillé sur les différents biais cognitifs. Et en fait, ça entraîne des erreurs de jugement et des mauvaises prises de décision. Et c'est favorisé par le stress et les situations de déséquilibre système 1, système 2. Et ça a été identifié comme des mécanismes majeurs de l'erreur humaine en médecine critique, notamment dans cette belle revue de la littérature récente qui est dans le BJA Education. Je vais pas les détailler tous, mais vous avez tous entendu parler du biais d'ancrage, de la conclusion prématurée, du biais d'omission, des coûts irrécupérables, et vous avez la référence si vous voulez aller le lire plus en détail. Donc, si on continue, pour synthétiser un petit peu ce que je vous ai dit, face à une situation critique, on a notre réponse de stress avec sa composante cognitive, physiologique et psychologique, nos mécanismes cognitifs qui vont être mis en jeu pour mobiliser nos compétences non techniques principalement, et puis les connaissances et les compétences techniques. Mais ça va être probablement les compétences non techniques qui vont être les plus facilement altérées. Il y a la voie de la performance, donc c'est lorsqu'on développe une réponse de stress favorable qui vont maintenir un équilibre entre le système 1 et le système 2 et qui vont permettre une mobilisation efficace des compétences et en particulier des compétences non techniques pour aboutir à une performance adaptée. À l'inverse, il y a la voie de la contre-performance avec une réponse de stress défavorable qui va être associée donc à une libération de cortisol endogène et à de l'anxiété. Donc elle est très facile à identifier, hein, cette réponse de stress défavorable. La différence, c'est quand on est enthousiaste ou quand on est anxieux. Qui va favoriser donc un déséquilibre système 1, système 2 et une mobilisation moins efficace des compétences avec en particulier des biais cognitifs qui vont altérer notre jugement et notre prise de décision et donc favoriser l'erreur humaine et la contre-performance. Voilà. Donc maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut essayer d'optimiser tout ça. Alors, donc, les deux cibles potentielles pour essayer de jouer sur le facteur humain, par rapport à ce que je viens de vous dire juste avant, ce serait d'essayer de moduler notre réponse au stress pour favoriser une réponse de type défi, donc une réponse de type challenge,
et éviter l'influence néfaste d'une réponse de type menace à cause du cortisol. Et la deuxième cible, ce serait de moduler directement nos mécanismes cognitifs en forçant une réflexion analytique en système 2 pour éviter le déséquilibre système 1, système 2. Donc, pour moduler notre réponse au stress, d'abord, on peut déjà changer notre état d'esprit vis-à-vis du stress. Accepter que le stress puisse être un booster, accepter que la réponse de stress, elle est normale et que c'est normal d'être stressé, mais on ne peut pas annuler cette réponse. Par contre, on peut essayer de la moduler. Et pour la moduler, il semblerait que juste l'état d'esprit vis-à-vis du stress, c'est-à-dire le fait de se dire que le stress, ça peut être quelque chose de stimulant, ça peut déterminer le type de réponse. Et ça, c'est une étude en psychologie, pas très ancienne, qui montre que rien que de manipuler cet état d'esprit, donc ce stress mindset chez des participants volontaires, était capable de modifier le type de réponse qu'ils développaient. Il existe aussi toute une famille d'outils pour gérer le stress, et ces outils peuvent être enseignés dans des formations spécifiques. Il existe plein de formations, de programmes de formation à la gestion du stress. J'en cite deux. Les techniques d'optimisation du potentiel qui ont été développées par une docteure qui s'appelle Edith Perrault-Pierre, et qui sont au départ utilisées dans les milieux militaires, mais qui en fait peuvent être implémentées en santé et en médecine critique en particulier. Puis il y a aussi le Cognitive Behavioral Stress Management, qui est développé par les Américains et traduit en français par Aurélie Gaucher, donc à Grenoble. Ces programmes de formation, ils associent plein d'outils, c'est des boîtes à outils. Et il y a deux grandes catégories d'outils. En fait, il y a ceux qui sont basés sur les techniques corporelles de relaxation, de respiration dirigée, de biofeedback, de pleine conscience et tout ça. Et puis, il y a ceux qui sont basés sur les TCC. Donc, identifier les biais cognitifs, identifier la réponse au stress et essayer de la corriger avec de la restructuration cognitive. Voilà. Donc, on a essayé avec le centre de simulation de Lyon d'appliquer les TOP, donc les techniques d'optimisation du potentiel, de former des internes d'anesthésie-réanimation qu'on a ensuite randomisé. Donc on a randomisé les internes en deux groupes avant de les faire passer sur le simulateur. Et dans le groupe qui avait eu la formation aux outils de gestion du stress par le TOP, on avait des performances qui étaient meilleures et une réduction de la réponse au stress. On mesurait par impédance métrique cutanée. Le fait de faire de la simulation, ça permet de moduler sa réponse au stress face à une situation de crise en médecine critique. Il y a plusieurs études qui le montrent, j'en cite deux. Il y a cette étude-là en anesthésie pédiatrique où ils montraient que ça augmentait la confiance en soi, et la confiance en soi finalement c'est les ressources disponibles estimées de l'évaluation cognitive dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc si la confiance en soi est plus grande, les ressources disponibles estimées sont plus grandes, donc on aura plus tendance à développer une réponse de type challenge. Et puis il y a cette étude-là qui a été faite en anesthésie-réanimation, publiée dans la CCPM, où on voyait que les niveaux de stress diminuaient au fur et à mesure qu'on passait sur simulateur, et que ces niveaux de stress étaient inversement corrélés aux performances, en particulier aux performances non techniques. Voilà. Une autre étude qu'on a faite à Grenoble cette fois-ci, c'était d'essayer de moduler la réponse de stress en modifiant le type de communication et la manière dont on communique entre collègues. Donc en fait, on a fait passer des équipes interniades sur simulateur, et la relève juste avant le scénario était faite soit avec une communication positive. Donc on entend souvent parler de la communication positive pour la communication médecin-malade, mais en fait elle peut aussi être développée pour la communication interprofessionnelle, donc avec une optimisation de la tenue, de l'attitude, du non-verbal et du verbal. Et puis dans le groupe contrôle, on avait une communication qui était, on va dire, réaliste pour une sortie de garde bien fatiguée, c'est-à-dire pas du tout optimisée. Et en fait, on s'est rendu compte, quand on faisait passer ensuite les équipes sur le simulateur, tous sur le même scénario, qu'on avait une tendance à une diminution de la réponse au stress, mesurée par la variabilité de la fréquence cardiaque et par les EVA stress, et puis aussi une amélioration significative des performances sur le scénario. Donc là, notre idée, c'est qu'en modulant la réponse de stress, en mettant les
les gens qui passent dans des dispositions positives grâce à une communication positive, eh ben, on pouvait améliorer leur performance. Donc le deuxième levier, c'est d'aller moduler directement les mécanismes cognitifs. Alors il y a une bonne manière de favoriser le système 2, c'est de forcer une réflexion analytique avant que le stress ne survienne. Et en fait, en médecine critique, on a souvent des situations où le stress n'a pas encore commencé, mais on sait qu'il va arriver. Par exemple, l'équipe du SAMU qui va sur les lieux d'une intervention, ou nous qui nous préparons à accueillir un patient au déchocage, ou bien alors à endormir un patient compliqué avec une chirurgie compliquée au bloc opératoire. Voilà, et donc un exemple de forçage d'un raisonnement analytique avant le stress, eh ben, c'est typiquement la checklist préopératoire de la HAS, hein, qui a bien montré qu'elle diminuait la morbimortalité dans la population chirurgicale partout dans le monde. Mais on peut le faire aussi avant toute situation critique. Ça, c'est une étude qu'on a faite au centre de simulation de Lyon, où on a divisé les internes en deux groupes. Ceux qui avaient le droit à 4 minutes de discussion juste avant de commencer le scénario à partir des données qu'on venait de leur communiquer, et ceux qui n'avaient pas le droit de faire ces 4 minutes de discussion à froid, hein, avant que le scénario ne commence, et on s'est rendu compte que bah voilà, il y avait une tendance à une modification, une modulation de la réponse au stress dans le groupe qui avait eu le droit de faire la discussion de 4 minutes avant le scénario, et puis une amélioration des performances cliniques significatives dans ce groupe interventionnel. On peut aussi essayer de favoriser le système 2 pendant le stress avec des stratégies de forçage cognitif, avec les aides cognitives et les systèmes d'aide à la prise de décision dont vous avez sûrement déjà entendu parler, que la SFAR nous propose aussi, avec des prises de décision en groupe, avec des checklists pair et post-critiques qui sont très utiles pour éviter ce déséquilibre système 1, système 2. Les aides cognitives ont été testées dans plein de travaux. Je vous montre une étude lyonnaise qui a utilisé une aide cognitive sur iPhone, en fait, qui a montré que les performances non techniques et les performances techniques étaient significativement améliorées quand on utilisait ces aides cognitives. Alors c'est particulièrement vrai dans les situations très rares, très stressantes, où il va falloir, en situation de stress aigu, accéder à des connaissances de très 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 lointaines qu'on n'a pas mobilisées depuis très longtemps. Là, les aides cognitives vont être fondamentales. Pour optimiser la performance, pour jouer sur le facteur humain, donc il y a ces nouvelles recommandations SFAR qui vont faire, je crois, l'objet de votre prochain lundi du RAR, qui ont été publiées en octobre 2022 et qui reprennent plusieurs piliers dont je vous ai parlé dans les diapositives précédentes. Mais qui en propose aussi d'autres, et ces autres leviers pour jouer sur le facteur humain ont été bien synthétisés par cette revue systématique de la littérature publiée en 2020, qui propose en fait de catégoriser les leviers en 3 grands groupes, donc les formations au travail d'équipe, les formations à la communication, les formations à la gestion du stress dont je vous ai parlé, les outils, les petits outils qu'on peut implémenter facilement en situation critique, comme des outils de communication, le SAED que vous connaissez probablement, les aides cognitives, le briefing avant de commencer la situation, et puis aussi des modifications organisationnelles, donc en modifiant les environnements, les protocoles. En fait, on se rend compte que pour chacun de ces 3 grands groupes de leviers, la simulation peut avoir vraiment un intérêt majeur. Pour les formations, en fait, la simulation peut être utilisée comme outil pour administrer ces formations. Pour les outils, la simulation peut être utilisée comme un laboratoire de recherche pour développer et tester ces outils. C'est un peu l'objet de certaines des études que je vous ai montrées dans les diapos précédentes. Et puis, pour les modifications organisationnelles, la simulation peut être utilisée, donc in situ, c'est la simulation translationnelle, on appelle ça, pour tester et modifier les organisations. Donc, identifier des menaces latentes, corriger des protocoles et essayer d'optimiser, par exemple, les choses. Voilà. J'arrive à la fin, donc toutes ces optimisations du facteur humain, ces leviers qu'on peut identifier, il y a un gros défi, c'est d'arriver à les implémenter en situation réelle. Alors, les messages que je pense qu'on peut retenir, c'est que les situations de médecine critique engendrent du stress, que la réponse au stress, elle est normale, elle est modulable, mais pas annulable, et que les mauvaises réponses, les réponses de type distress, donc le mauvais stress, ont tendance à altérer la cognition et à favoriser un déséquilibre intuition-raisonnement, donc système 1, système 2, pour favoriser les biais cognitifs et l'erreur humaine et la contre-performance. Et que les outils qui visent
soit à favoriser le système 2 pour rétablir cet équilibre, soit à moduler la réponse de stress à la source, sont susceptibles de diminuer cette erreur humaine. Voilà. La simulation haute fidélité a un gros rôle dans tout ça parce qu'elle peut être utilisée pour administrer des formations à ces outils, pour tester, développer ces outils et pour tester les protocoles et les services. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai personnellement appris beaucoup de choses. C'est un sujet qui m'intéresse, comme beaucoup de gens, je pense. On n'a pas tous des connaissances très précises dessus, donc là, ça a éclairé beaucoup de choses. Ça a mis de la science sur des impressions, des sentiments qu'on a peut-être au quotidien, pour moi. Je pense que c'est la même chose pour les gens qui t'ont entendu aujourd'hui. Donc, tu nous as parlé de ces deux systèmes, la analyse et intuition. Une partie qu'on pourrait maîtriser, une partie qu'on pourrait peut-être moins maîtriser, si j'ai bien compris. Euh, et tu as également parlé des façons dont on pouvait travailler sur ces systèmes, comment on pouvait améliorer notre performance en situation de stress, en situation critique. Tu as parlé de la simulation. Est-ce que tu peux me dire, si ce que tu sais, si ces disciplines est enseignée en formation initiale chez les médecins, par exemple? Est-ce qu'on parle de ça dans les facs de médecine? Est-ce que Alors peu, très peu ou pas du tout même. oui. Je pense que à Grenoble, on a une petite formation sur le stress à destination des étudiants de deuxième année, mais c'est pas tout à fait les mêmes enjeux et les mêmes cadres. Je pense qu'à moins de s'y intéresser, de faire de la simulation, parce que c'est souvent en simulation qu'on découvre un peu tout ça, c'est pas quelque chose qui aujourd'hui est très répandu dans les formations des universités. Voilà. Tu as dit également, j'ai retenu ce chiffre-là en tout début d'intervention, que on estimait à peu près à 100 000 décès par an, c'est ça, aux États-Unis. C'est l'équivalent d'un Boeing 747 par jour. Ouais, donc c'est énorme. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de découvertes scientifiques récentes qui aient permis qui pourraient sauver 100 000 personnes par an, en fait, quoi. Ouais, Rien alors qu'aux on n'y États-Unis. arrivera pas avec un levier, hein, ça c'est sûr. Par contre, en anesthésie-réanimation, on travaille avec des bundles, hein, souvent des ensembles d'actions qui peuvent essayer de réduire ce chiffre. Alors c'est toujours pluricausal et c'est difficile de se dire qu'on arrivera à réduire l'erreur humaine à zéro. Je pense que c'est pas possible, hein, par définition. Mais en tout cas, ce gros rapport publié donc par le ministère de la Santé a eu le mérite de briser une omerta en fait, hein, parce qu'avant on n'en parlait pas de tout ça. Et donc du coup d'accepter que le médecin et les soignants en général sont susceptibles de se tromper et que ça peut avoir des conséquences graves et que bah au moins de souligner ça, de montrer que ça existe, ça permet d'ouvrir la porte à l'identification des leviers et des voies d'amélioration potentielles. En fait, c'est une discipline qui est encore ouverte et qui pourrait améliorer les choses, amener beaucoup de progrès, améliorer la mortalité des patients dans notre domaine d'anesthésie et réanimation. Qu'est-ce qu'il faudrait là pour commencer? Là, je prends l'exemple d'une structure où on n'a pas de grosses connaissances sur les facteurs humains en santé, sur la gestion du stress. Par quoi on pourrait commencer pour peut-être amener la culture, faire des simulations, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller? Je ne sais pas si tu devais mettre en place pour commencer dans Euh, Bah, déjà diffuser l'information sur comment ça marche. Je pense que d'avoir conscience un petit peu de nos faiblesses et de nos limites, surtout en situation de stress, c'est déjà une première manière de voir que on est fragile dans certains moments et que on peut faire des erreurs, des grosses erreurs à des moments plus qu'à d'autres. Euh, déjà une prise de conscience déjà, oui. voilà, prise de conscience. Après, une manière simple de travailler, c'est bah, de forcer le raisonnement analytique dans des moments où c'est facile de le forcer. Donc, c'est pour ça que avant que le stress n'arrive, c'est-à-dire essayer d'anticiper les choses, essayer de faire des briefings avant, essayer de discuter entre nous. Par exemple, avant de prendre de prendre en charge un patient compliqué au bloc opératoire, alors on fait tous la checklist, mais peut-être qu'on la fait pas assez bien. Et puis on pourrait plus que juste la checklist, hein, qui sert juste à activer des canaux de communication entre les chirurgiens et les anesthésistes, hein, en gros, faire un peu plus que ça du côté anesthésiste, c'est-à-dire se pencher avec l'ensemble de l'équipe anesthésique pour anticiper les difficultés, la stratégie anesthésique et puis les plans A, les plans B avant de s'occuper d'un patient compliqué. Je suis pas sûr que ce soit très important de faire ça avant le patient tout venant simple, mais en tout cas tous les patients qui sont à risque,
Ça peut être intéressant donc de faire ce briefing, je pense déjà. Voilà. Et donc le briefing en anesthésie, par exemple, ou avant un déchocage, ou avant l'entrée d'un patient lourd en réanimation, pourrait Je être pense qu'on a tous le simple tendance à à mettre le faire, mais il faudrait le rendre systématique et le formaliser. Ouais. et systématique. Ouais. Et puis Ok. quelquefois, quand on n'a pas le temps, ou quand on a la flemme, ou quand on est mal luné, on le fait pas. C'est très facile à oublier. Et c'est quand on est dans le stress et dans des situations où il commence à y avoir des problèmes qu'on se dit ah bah ça aurait été quand même pas mal d'anticiper avant. Ouais. Peut-être même dans les situations où ce serait le plus important de le faire, on ne le fait pas. Ouais, c'est possible. J'avais encore une question. À propos de la simulation, tu as identifié cet outil comme quelque chose qui pouvait vraiment améliorer la gestion du stress. On pouvait vraiment apprendre aux gens à gérer leur stress, l'identifier et puis agir différemment. Mm. Est-ce que c'est quelque chose qui agit vite? Voilà, est-ce que c'est au bout de 2, 3 séances de simulation qu'on a déjà des progrès chez les gens, ou est-ce qu'il faut un entraînement pluriquotidien sur des longues périodes? Non, non, il y a des travaux qui montrent que dès une séance de simulation, déjà, les niveaux commencent à baisser. Donc enfin, c'est probablement, ça demande probablement un entretien derrière, mais la simulation a un effet très bénéfique. Alors attention à pourquoi les gens stressent en simulation, parce qu'il y a ceux qui arrivent en simulation et qui stressent pas du tout parce qu'ils vont s'occuper d'un patient compliqué, mais parce que ils vont être jugés par les pairs, parce qu'ils vont être filmés par une caméra, parce que c'est pas pour de vrai et que ça les fait stresser et qu'ils n'arrivent pas à se mettre dedans. Donc c'est très important de soigner le briefing en simulation, de les mettre dans un cocon psychologique, de sécurité psychologique pour que les gens soient stressés, parce que oui, c'est utile de stresser en simulation, l'école du stress, hein, c'est vraiment ça. Mais par contre, il faut être stressé pour les bonnes raisons. D'accord. Vous repérez des profils comme ça, des gens qui, on sait que la simulation est quelque chose de compliqué, de douloureux pour eux, et d'autres qui sont performants tout de suite, qui arrivent à se Oui. mettre dans le rôle. Oui. Oui, et de plus en plus, vu que maintenant la simulation, on en fait de plus en plus et de plus en plus tôt, on a l'impression que quand on est habitué à faire de la simulation, et ben après, on en fait mieux. Donc en fait, de plus en plus, on voit des promos entières d'étudiants qui adorent ça et qui sont stressés, mais pour les bonnes raisons. Bon, il reste toujours des gens qui vont être difficiles à convaincre et quelquefois même des réfractaires. Mm. Il y en aura toujours qui vont stresser. Après, il y a des choses qu'on maîtrise pas, hein. Si la personne elle sort de garde et qu'elle est stressée pour des problèmes dans sa vie privée, on va pas l'empêcher d'être pas bien pendant la séance de simulation. Il y a des choses qu'on maîtrise et des choses qu'on maîtrise pas. Par contre, on est assez mauvais pour identifier les niveaux de stress des gens. Il faut les mesurer si on veut les connaître. Il faut Oui, pas il y a des outils pour ça, il y a des échelles, il y a des choses qui ouais, il existent. y a plein, plein, plein d'échelles pour mesurer le stress psychologique, le stress physiologique, le bon stress, le mauvais stress. On peut mesurer le cortisol dans la salive si on veut. Mais les EVA, c'est déjà validé et ça marche. Donc juste mettre une EVA comme pour la douleur, ça permet de mesurer le stress. Ça a été validé en médecine du travail et c'est utilisable en simulation. Donc la simulation, c'est comme le piano, si on commence jeune, on sera performant plus vite, on en profitera plus, c'est ça? Exactement. Oui. Ok. Hélène, je ne sais pas si on avait des questions Euh, particulières. oui, bah, je voulais remercier Jean-Noël, c'est vraiment super intéressant. Non, enfin, pas vraiment de questions, c'était des remarques, c'est-à-dire que on utilise la simulation pour faire de la pédagogie et en fait, je trouve ça extrêmement intéressant de se rendre compte que ça permet aussi de réduire le stress, alors que comme tu l'as dit, aller en simulation, c'est stressant. Je pense que si on demandait à la plupart des internes, quand ils sont en simulation, le matin, ils sont pas super en forme parce qu'ils sont stressés d'aller à la simulation. Et en fait, c'est un outil pour gérer le stress, donc je pense que ça serait aussi un élément qu'on devrait leur communiquer, en fait. Qu'ils sont stressés d'aller en simulation, mais qu'en fait, c'est un outil qui va leur permettre d'apprendre à gérer leur stress. Et l'autre remarque que je voulais faire, c'était que pour moi, enfin, j'ai appris un truc, voilà, la checklist, pour moi, c'était un truc bon, qu'on fait parce que c'est obligatoire, mais qu'on fait aussi pour permettre un canal de communication, comme tu dis, et ne pas obliger un certain nombre de choses. Mais pour moi, c'était pas un élément de réduction du stress que de faire la checklist. Ah oui, non, non, Et ça donc, réduit pas le stress. Je pense pas que ça réduise le stress. d'accord. Ça force le fait de se poser et de réfléchir Oui, bien sur quelque chose et ça réduit peut-être le stress de l'équipe en favorisant la communication entre les chirurgiens et les anesthésistes. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, non, l'idée c'est que le stress, on peut essayer de le corriger en amont, mais que là, on est déjà dans la modulation des mécanismes cognitifs purement, quoi. Ça veut dire on se place plus en arrière dans la chaîne
que je vous ai présenté. Oui, oui, mais en fait, ça permet de faire une checklist, de revenir sur le côté analytique de la chose, en fait, Voilà, ouais, exactement. simplement. Ouais. Ouais. Alors c'est la manière très Mais très c'est très hyper. basique, hein, je pense Non, que mais quand on le c'est. fait pas bien, on réfléchit pas beaucoup quand on fait une checklist. Mais en tout cas, je pense que c'est une des mécanismes d'action de la checklist. Ouais. Tout à fait. Non, mais bah, écoute, merci beaucoup. Je trouvais que c'était hyper intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors oui, on a une question de Thomas Le Oui? Bouclier. Ouais, moi j'ai une question sur le travail à Grenoble. Est-ce que vous avez institutionnalisé justement des formations, que ce soit pour vos services ou pour les internes, sur ces techniques de réduction du stress? Je sais que par exemple l'université d'Oxford avait fait un truc sur des séances de débriefing à chaud de manière institutionnelle et avait montré qu'il y avait une amélioration, notamment du bien-être des médecins. On ne parlait pas de performance dans cette. Est-ce que vous avez fait quelque chose comme ça de manière un peu systématique en fait, en dehors des études que vous avez menées? Euh, à Grenoble, il existe une formation à destination des internes de phase socle, de Desarts et de MIR qui s'appelle PROACT. C'est une formation qui a pour but de sensibiliser dès le tout début du cursus les internes aux facteurs humains, aux limites à l'erreur humaine, au stress chronique, aux versants non techniques, tout ça. Alors, c'est très large comme formation et je ne sais pas si ça répond exactement à ce que tu demandes. Mais en tout cas, il y a des heures entières de topo sur la gestion des émotions, sur la connaissance de soi, sur la gestion de la communication avec le patient, avec les collègues. C'est une formation qui est très complète. Alors, je suis pas dans les formateurs, donc je peux pas en dire beaucoup plus. Mais en tout cas, oui, à Grenoble, pour tous les internes de Désarmir face socle, il y a cette formation qui se fait sur une dizaine de fois, enfin une dizaine d'ateliers de 2 heures, je crois, un truc comme ça. Voilà. Après, non, il n'y a pas eu d'autre manière d'institutionnaliser pour l'instant dans nos pratiques les leviers identifiés dans ces RFE, mais ça va venir hein, parce que nous aussi on a pas mal trempé là-dedans. Donc j'espère que ça va venir. Après, il faut qu'on arrive à optimiser les leviers parce que dire qu'il faut faire un briefing avant une situation critique, c'est bien, mais après il faudrait savoir exactement quoi, qu'est-ce qu'on dit, comment on le fait, comment on le structure et tout ça. Travail peut-être en simulation. Pardon, j'ai pas entendu. C'est peut-être le thème d'une séance de simulation, comment faire un briefing. Oui, tout à fait. Ouais, puis je pense que Merci. ça demandera certainement aussi une sensibilisation des encadrements aussi, enfin permettre aux gens de se dégager un peu de temps pour faire de la simulation et puis voir que ça a un intérêt pour les équipes mais aussi pour les patients. Il y a sur des problèmes de morbidité, de mortalité, donc des problèmes qui sont pas ridicules du tout. Je voulais vous remercier tous d'être venus, Jean-Noël d'être intervenu et d'avoir accepté notre invitation. Je vous donne déjà rendez-vous au mois de janvier prochain, donc ce sera donc en 2023, donc le 9 janvier 2023 à 18h. Donc ce sera pour le prochain lundi rare. Nous recevrons le docteur Cédric Mascar, qui est médecin anesthésiste au CHP de Saint-Grégoire. Il nous parlera des facteurs humains en situation critique et en particulier de la dernière RPP que tu as citée, Jean-Noël, la recommandation de pratique professionnelle de la SFAR parue en 2022. C'est une occasion de reparler de ce sujet et puis d'avoir également, je pense, des pistes également pour l'implémentation de ces recommandations dans nos soins et dans nos unités au quotidien. En attendant le 9 janvier, je vous souhaite de bonnes fêtes et puis vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, c'est www.rare.bzh, sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.